Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1 pour revenir sur le Grand Prix de Grande-Bretagne 2020 remporté par Lewis Hamilton devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Vous savez, quand on nous dit « Oh, tout n'est pas fini tant que le dernier tour n'est pas terminé », enfin un truc comme ça, je me dis les choses pourraient quand même être différentes s'il y avait 2 tours en moins. Hein. Mais bon, même si la course n'est pas terminée avant le drapeau à damier, il n'empêche que ça reste de la Formule 1 et donc c'est Hamilton qui gagne. Et franchement, ouais, que dire, parce que il a vraiment dominé tout le Grand Prix. Le samedi, les qualifications, je sais pas s'il a sorti son tour de nulle part, parce qu'il semblait vraiment en difficulté. Il n'arrivait pas à trouver ce petit truc que Bottas avait en plus pendant les qualifs. Il l'a trouvé pour la Q3. Est-ce qu'il l'a caché toute la course? Je sais pas. Ensuite, il a mené tout le Grand Prix. Je crois pas dire de bêtises si c'est un Grand Prix mené de bout en bout pour lui. Il a géré son avance face à Bottas, il le laissait un petit peu revenir de temps en temps. Enfin, le bon vieux jeu du chat et de la souris. Et ce dernier tour, c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on disait avec Formula hier en live. C'est un petit peu de la chance d'avoir de la malchance au bon moment. Je sais pas trop quoi dire sur cette affaire des pneus qui se sont délaminés de la sorte, parce que je sais qu'on a déjà vu ça à Silverstone, notamment en 2013 où on a eu toutes ces explosions de pneus qui en devenaient presque dangereuses. Le fait est que Silverstone, c'est un tracé extrêmement rapide dans lequel les pilotes mettent beaucoup de charge dans leur pneumatique pour prendre les virages à pleine vitesse, parce que c'est les roues qui prennent toute cette charge dans les virages, et du coup, vu que d'année en année on va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de charges qui sont exercées sur les gommes, et donc peut-être pour les Mercedes qui vont trop vite pour le coup, ça leur a porté préjudice. Donc je sais pas vraiment à quoi c'est dû. La semaine prochaine, Pirelli avait prévu de ramener des gommes plus tendres, donc qui s'usent plus rapidement que celles qu'on avait ce week-end, puisqu'on va faire une course sur le même circuit. Ils se sont dit on va essayer de varier un peu les composés de gommes, histoire de chambouler un peu les stratégies. Et sur le papier, je reste totalement pour, parce que je me dis, là, dans ce scénario-là, les pilotes, les écuries vont basculer sur des stratégies à 2 arrêts. Et dans ce cas-là, je pense pas qu'avec 2 voire 3 arrêts, on n'aura pas ces soucis-là. Parce que si on regarde les seuls pilotes qui sont arrêtés, qui ont fait 2 arrêts, et qui n'avaient pas subi de problèmes comme Bottas ou Raikkonen, il y en a qu'un seul de pilote qui a fait ça, et c'est Albon. Et c'était plus une question stratégique que vraiment d'une question d'usure de gomme. Donc voilà. Je pense vraiment qu'ils ont fait presque 40 tours avec ces pneus durs, et voilà, c'est juste qu'ils n'ont pas tenu toute la durée de la course, et sans doute que la semaine prochaine, étant donné que les gommes dures, ce sera les gommes médium qu'il y avait ce week-end. Si vous êtes trop perdu, on en reparlera plus tard. Mais du coup, clairement, est-ce qu'on voit la course se tenir en un seul arrêt avec que des médiums sur ce dimanche qui vient de passer? Pas du tout. Donc on partira sur du 2 ou 3 arrêts. Les équipes auront bien retenu la leçon, je pense. Donc on devrait pas le revoir. Et puis ça permettra justement de dynamiser un peu la stratégie, parce que j'étais étonné de voir à quel point ce Grand Prix de Silverstone, qui l'an dernier avait été si riche en dépassements, en action, a été vraiment monotone ce dimanche. Les pilotes, ils se suivaient sans arriver à se dépasser, à part en fin de course, quand les pneus arrivaient complètement en fin de vie. Mais sinon, on a eu toute la course, ce petit train avec Stroll, les Renault et les McLaren. Et voilà, donc j'ai pas vraiment pu comprendre la différence qu'il y a eu entre les 2 éditions. Mais bon, ça fait partie un petit peu du jeu d'une année à l'autre. Donc on aurait pu apprécier avoir un vainqueur différent ce week-end, non Mercedes de préférence, juste histoire de voir un petit peu d'autres couleurs devant, mais Lewis a parfaitement mérité sa victoire. Bottas, je crains un petit peu pour lui maintenant, il faisait une bonne course, Valtteri, comme on l'a vu. C'est pas vraiment possible de dépasser sur circuit. Pendant un moment, il revenait, et je pense que c'est vraiment sur ce moment où il a essayé vraiment d'aller à l'attaque qu'il a un petit peu plus abîmé que ses gommes que Hamilton, et ce qui a fait que chez lui, ça a tenu un tour de moins. Mais voilà, on est à ça près. De toute façon, les Mercedes n'ont absolument aucune concurrence, donc si à la régulière, elles font pas 1 et 2, c'est qu'il y a un problème. Donc pour le coup, il y a eu un problème pour Bottas. Je m'inquiète un petit peu, parce que voilà, si je regarde le championnat, déjà,
après 4 courses, sa seconde place au championnat est en danger. Il a que 5-6 points d'avance sur Verstappen. Hamilton est là pour assurer les gros points pour le championnat constructeur, mais voilà, ce serait bien pour Valtteri qui puisse, pour la seconde année consécutive, être deuxième du championnat. Ce serait, je pense, qu'il se ravirait de cet exploit. Être deuxième d'un championnat de Formule 1, moi perso, j'en serais très content. Voilà, c'est terminé pour le Bottas bashing. Sérieusement, j'ai pas grand chose à dire sur Bottas parce que la course se jouait à celui qui allait faire la pole, clairement, ou plus exactement à celui qui serait premier au premier virage. L'an dernier, ça aurait été ça s'il n'y avait pas eu cette histoire de safety car où Bottas avait fait la pole et où il a pas gagné parce qu'Hamilton a pu passer sur une stratégie alternative grâce à la safety car. Là, ça s'est joué en qualif. Et puis, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit les autres fois d'avant, j'ai pas envie de m'acharner sur lui. Même si ça me fait beaucoup rire, pour être honnête. Maintenant, chez Red Bull, est-ce qu'on se mord les doigts d'avoir arrêté Verstappen dans le dernier tour pour prendre un petit point de plus alors que potentiellement il y avait 7 points de plus à prendre? Parce que voilà, ce qu'on peut être tenté de dire, c'est si Red Bull n'arrête pas Verstappen, prend pas ses 20-30 secondes de retard supplémentaires et il passe aisément Hamilton parce qu'il l'a repris au moins 25 secondes dans le dernier tour tellement que voilà, à 3 roues il pouvait rien faire. Mais si on l'a arrêté, de ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait aussi des inquiétudes chez Red Bull. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on se dit un peu pour se donner bonne conscience, bonne mine, en se disant ouais, de toute façon ça se trouve ça aurait pu nous arriver aussi, et c'est vrai, ça aurait pu leur arriver. Maintenant voilà, avec des si machin tout ça, il n'empêche que la deuxième place, c'est une de place de mieux que ce qu'il pourrait faire normalement, donc c'est très bien pour lui. Comme on pouvait pratiquement le craindre en début de saison, ça va être une année en solitaire pour Verstappen. Les Mercedes ont bien une demi-seconde voire une seconde d'avance au tour, les autres pareil derrière Verstappen, donc il peut vraiment rien faire, quoi, à moins qu'il ralentisse volontairement pour laisser les autres le rattraper, ce qui ne serait clairement pas productif, nous ne mentons pas, sauf s'il s'ennuie vraiment. Je pense que il va beaucoup s'ennuyer cette saison, mais après il peut assurer la 3e place au championnat, ce qui est toujours mieux que rien. Va savoir si les Mercedes sont jugés illégales en fin de saison, il pourrait peut-être prendre le titre. Non, je veux dire, quitte à être dans une saison absurde, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Et puisqu'on est sur les trucs absurdes, à quel point c'est absurde de se dire qu'un podium Ferrari, ça ressemble à un miracle. Je pense encore une fois que ça s'est vraiment toujours en qualif. Leclerc a sorti un tour de je ne sais pas où. Je crois que même lui, après la qualif, il a dit je sais pas où je l'ai rangé, mince, j'aurais aimé m'en servir la prochaine fois. Mais il a fait un tour parfait et dans l'ensemble, sa course, son rythme était solide. Il a profité un petit peu de ce qui se passait derrière pour éviter la lutte face au McLaren et au Renault qui quand même semblait un brin plus rapide que Ferrari. Donc un concours de circonstances qui ont favorisé cette accession de Leclerc au podium, mais dans l'ensemble, il a quand même fait absolument tout ce qu'il devait faire pour au mieux récupérer cette 4e place qui, je pense, l'aurait beaucoup satisfait, et du coup prendre un second podium pour Ferrari cette saison en 4 courses. Quand on se dit qu'ils sont possiblement la 4e, 5e force, c'est vraiment pas mal du tout. Chez Renault, on peut aussi être content de la 4e et la 6e place de ces voitures, avec Ricciardo qui termine à 1 seconde, 1 seconde 2 du podium. Peut-être avec 2-3 tours en plus, il aurait pu aller le chercher ce podium, mais encore une fois, c'était une fin de course assez absurde. Et Ricciardo, pour moi, c'est vraiment un des hommes très forts de cette course, et même les Renault, en fait. Les 2 pilotes, mais aussi bien les voitures qui... elle semblait, un peu en dessous des McLaren le samedi, et le dimanche, la voiture, au fur et à mesure que la course avançait, elles ont gardé un bon rythme, là où les McLaren et la Racing Point a commencé à s'effondrer, ce qui a permis du coup à Ricciardo d'aller faire les dépassements comme il sait si bien les faire, et d'aller du coup chercher cette 4e place. Ocon, il a un petit peu plus galéré à passer notamment Stroll, mais malgré tout, il termine à 8 secondes de Ricciardo, donc vraiment, je sens que peut-être il prend progressivement la confiance. Après, c'est toujours plus facile pour un pilote de prendre confiance dans une voiture quand elle est à l'aise, et clairement, la Renault était à l'aise ce week-end, là où elle était un petit peu moins à l'aise en Hongrie et en Autriche. Ça montre que Renault, il y a quand même un potentiel cette saison. Et que c'est juste qu'on a commencé sur des pistes qui ne leur convenaient pas. Donc un bon week-end pour Renault qui marque de très gros
points, surtout face à McLaren qui du coup perd les 12 points que Carlos Sainz aurait pu marquer s'il n'avait pas eu cette crevaison depuis la 4e place à 1 ou 2 tours de la fin. Du coup, Norris sauve les meubles avec la 5e place et ses 10 points. Il a, de son côté, fait un nouveau week-end parfait. Si ma mémoire ne me trompe pas, elle le fait souvent, mais là je suis plutôt sûr, sur les 4 premières courses, Norris c'est 3 top 5. 3e en Autriche, 5e en Styrie, et cette 5e place à Silverstone, ça a été très compliqué en Hongrie, mais on sait que c'est un tracé atypique. Donc il y a un bon rythme dans la McLaren. McLaren s'affirme encore une fois en tant que 3e force au championnat. Alors très loin de la Red Bull et voilà, je parle pas de la Mercedes, mais ils ont quand même 7-8 points d'avance sur Ferrari et Racing Point. Et ils ont un duo, un line-up très très sérieux, et je pense que c'est tout à leur avantage, et à l'inverse justement de peut-être Racing Point qui semble galérer à mettre tout bout à bout, la différence va jouer là, et chez Ferrari ça va dépendre un petit peu de quel pilote est de bonne forme ce week-end-là, surtout que chez Ferrari j'ai l'impression qu'on sait pas encore où est la voiture, qu'on la comprend pas correctement, donc McLaren c'est les plus réguliers pour le moment, et du coup peut-être qu'ils pourraient s'assurer une 3e place au championnat constructeur. Alors évidemment, il profiterait nettement du fait que Ferrari ait fait un gros pas en arrière par rapport à 2019, mais quand même, une équipe non Ferrari, Mercedes ou Red Bull qui termine dans le top 3, il faut remonter au-delà de 2016, si je dis pas de bêtises, pour voir ce genre de choses. Donc ça ferait un peu d'air frais et ce serait un très bon résultat, aussi un peu de bonne pépette d'argent quoi pour les revenus de fin de saison, parce qu'on sait que McLaren a ouvertement dit que financièrement c'était chaud à cause de l'épidémie qu'il y a eu, donc ça pourrait leur faire un petit peu de bien. Et un de mes héros de ce début de saison, alors vous m'avez souvent entendu en dire du bien depuis des mois et des mois, mais pour moi, c'est un des hommes de la course, Pierre Gasly. L'Alpha-Tauri, qualifié 11e. En qualif, il devance une nouvelle fois Kvyat, qui a eu de plus 5 places de pénalité pour changement de boîte de vitesse. Donc, il a à nouveau un petit ascendant sur Kvyat. Le pauvre russe n'a pas été verni non plus. Mais voilà, Gasly, il a fait une super course. Les dépassements qu'il nous a fait sur Stroll et celui sur Vettel, il est incroyable. Donc, il est allé chercher une superbe 7e place. Il marque de très très gros points pour AlphaTauri. Donc, je pense pas qu'on peut en demander plus de sa part. Pour ce qui est de Kvyat, il finit dans le mur. Après, je sais qu'il a dit qu'il s'est excusé, qu'il a dit qu'à ce moment-là, il regardait son volant, tout ça. De toute façon, je pense pas qu'il aurait pu faire grand-chose face à la crevaison qu'il a eue à l'arrière droit, parce que ça a principalement causé l'accident. Et du coup, là, je suis en train de le bâcher absolument pour rien. Parce que j'aime bien Daniel Kvyat, donc j'ai pas envie de lui taper dessus. Et il reste un cran en dessous de Gasly, à mon sens, depuis ce début de saison. Mais il avait fait un super départ. Il était 12e avant son accident, donc il était remonté depuis la 19e place. Donc c'est plutôt pas mal ce départ qu'il nous a fait, ces premiers tours. Mais à mon sens, l'AlphaTauri reste une voiture qui n'a pas sa place dans le top 10 à la régulière. Ils sont 7e du championnat. Donc ramener des points pour Gasly, c'est très bien. Kvyat aurait peut-être pu en ramener un ou deux avec la folie qu'il y a eu en fin de course. Donc encore une fois, ils performent pas mal les deux. Il y a eu énormément de rumeurs déjà autour d'Alex Albon, tout ça, parce qu'il s'est crashé en essai libre 2. J'ai pas envie du tout d'en tenir rigueur pour le moment, parce qu'on sait que Red Bull, quoi que disent les rumeurs, c'est jamais vrai, parce qu'ils prennent leurs décisions, pardon pour le micro, en un claquement de doigts. Je vais pas en tenir compte de ces rumeurs, parce que factuellement, Albon ne fait pas si mal que ça. Il reste quand même assez loin de Verstappen, mais quand on voit à quel point le paquet est vraiment resserré, ça aide pas. Parce que si on regarde l'an dernier, il était constamment 6e, Albon. Il faisait le boulot parce que il était loin de Verstappen, mais les autres étaient tellement loin que au final, il arrivait à ramener la voiture aux bonnes positions. Là,
Je sais pas si c'est tout le monde qui a fait un énorme pas en avant ou si Red Bull a fait un petit pas en arrière, mais le plateau est du coup tellement resserré que au lieu d'être qualifié 4e, 5e ou 6e, Albon est qualifié 13e, 14e. En course, il a montré qu'il savait faire les remontées, les dépassements. Moi, je reviens dessus parce que là, ça a été très évident. Albon, je le trouve encore une fois un petit peu trop inutilement agressif. Parce que cet accident avec Magnussen, qui lui a coûté en plus 5 secondes de pénalité, c'était pas nécessaire. Alors je suis d'accord que pour moi c'est une faute partagée, dans le sens où Magnussen, il fait une erreur dans son entrée de virage, donc Albon arrive avec beaucoup plus de vitesse, il tente de plonger à l'intérieur, mais c'est un virage dans lequel c'est pas vraiment commun, même pas du tout, d'aller chercher un dépassement, et Magnussen, c'est pas très malin, je pense, de ne pas se dire j'ai raté mon virage, je vais regarder mes rétroviseurs peut-être. Parce que là, pour le coup, c'est lui qui prend le plus cher, quoi. Albon, il prend 5 secondes, et Magnussen, c'est sa course qui est finie. Donc voilà, je pense que Albon, c'est petites choses, c'est toujours des petits riens, on revient encore en Autriche, à tout un tas de petites choses comme ça, qui font que peut-être un jour ça va mal finir, et tous ces petits antécédents, ça pourra se retourner comme lui, comme ça l'a fait avec d'autres pilotes par le passé. Alors je pense, par exemple, là j'ai Grosjean en tête, qui me vient en tête, c'était plein de petits incidents, Grosjean, et un jour il a eu ce truc à Monaco en 2012, et ensuite ça a enchaîné, on lui a collé un tampon sur les fesses, il y a eu Spa, et il s'est créé une mauvaise réputation. Albon, c'est cette accumulation de toutes petites choses qui un jour pourraient se retourner complètement contre lui, et on sait que Red Bull, ça pourrait vraiment, il pourrait vraiment lui le faire payer cher, quoi. Parce que en termes de rythme de course, il ramène la voiture, quoi. Après, on a vu qu'aujourd'hui c'était très difficile de dépasser. Il a donc dû basculer sur une stratégie à 2 arrêts. Parce que ça marchait pas du tout. Là, il avait basculé sur les pneus durs, il a basculé en médium, donc il a profité de la différence d'avoir des gommes plus fraîches et médium, donc plus rapides que les durs, pour remonter plus facilement dans le paquet. On peut dire que Albon a fait une belle remontée, mais au final, est-ce qu'on veut qu'il termine 8e ? Et vous savez que j'ai passé mon temps à vouloir le soutenir, et j'ai envie de le soutenir, Albon, parce que je pense qu'il a un potentiel. Je pense aussi qu'il faut prendre en compte le fait que voilà, ça reste un pilote très jeune. Mais voilà, la F1 c'est un monde rude, et Red Bull est en train de, je pense, se rappeler en voyant ce que Gasly a pu galérer dans la voiture, ce que Albon est en train de galérer dedans. Ils doivent être en train de se dire... Danny Ric nous manque. La stratégie de toujours miser sur des petits jeunes pour conduire une voiture qui semble très très capricieuse, faut voir où sont leurs priorités. Est-ce que la priorité c'est de trouver le futur Verstappen, le futur Vettel, ou est-ce que la priorité c'est de trouver un bon numéro 2, peu importe qui il soit? Alors c'était il y a 13 ans, mais je rappelle que quand le programme junior ne marchait pas à ses tout débuts, ils avaient été chercher Mark Webber parce que Christian Klein, Liuzzi, ça collait pas. Ils ont été chercher un autre pilote. Donc est-ce que Red Bull serait capable de faire ça? Je sais que beaucoup vont vouloir mentionner Hülkenberg. Là, c'est complètement de leur côté. Maintenant, je me dis, ils ont Albon dans la voiture, autant le laisser là. Et puisqu'on parle de Hülkenberg, je vais pouvoir parler un peu des Racing Points. Le pauvre petit Nico, c'est forcément sur lui qu'il faut que ça tombe, quoi. Le mec, il semble faire une croix définitive sur la F1. Il revient un petit peu en urgence à la dernière minute. Il se met dans le rythme à une allure mais phénoménale, parce qu'il revient dans des conditions pas nécessairement simples. Alors il a la chance de revenir dans une écurie compétitive, dans une bonne voiture, donc en ce sens il est pas trop mal tombé. Au fil du week-end, on l'a vu vraiment se rapprocher au fur et à mesure de Stroll. En qualif, il fait une erreur, et en Q2 ça lui coûte sa place en Q3, mais on a vu que même pour Stroll c'est passé limite. Après, Stroll a tenté de passer en médium, ça a marché, mais c'était très limite. Mais voilà, sans cette erreur, on avait vu en Q1 et en essai libre 3 que Hülkenberg, il était vraiment à ça de Stroll. Donc, alors pardon, je fais une pause. Si jamais vous venez du passé, vous avez sauté 1 an ou 2, Lance Stroll sert de référence à Nico Hülkenberg. Cherchez pas à comprendre, c'est pas grave, vous comprendriez pas. Maintenant, il a eu ce souci, j'ai cru comprendre que c'était un problème de power unit, de moteur, quoi, qui l'empêchait de prendre part au départ. Bah ouais, il y a qu'à lui que ça peut arriver. Maintenant, reste à savoir s'il prendra part au Grand Prix la semaine prochaine. Je
Il y a de grandes chances que oui, parce que je pense pas que même si Checo s'en sort de sa période d'observation et qu'il est en parfaite santé, qu'il n'a aucun symptôme, qu'il n'a aucune séquelle, je pense quand même que la FIA voudra bien prendre quelques jours de sécurité de plus pour vraiment prendre aucun risque. Et étant donné que les deux courses se suivent, là, j'enregistre, c'est lundi soir, mais d'ici jeudi, vendredi, il faudra prendre une décision, donc je pense que ça va être très très court et que Hülkenberg devrait être à nouveau dans la voiture. En plus, ça tombe sur le même circuit, avec plus de chances, allez savoir, peut-être qu'il pourra apporter un résultat, parce que Stroll, il a vraiment galéré ce dimanche. Il a fait une bonne qualif, il arrive à passer justement en Q3 pardon, avec les médiums. Et en course, ça a été un désastre, comme la voiture a perdu du rythme en fin de course. Là, pour le coup, j'ai pas spécialement envie de le blâmer parce que c'est un pilote qui a pour moi déjà prouvé qu'il savait bien gérer ses gommes. C'est un pilote qui a prouvé que il n'avait pas non plus des rythmes de course déplorables, au contraire. Donc pour moi, ça tombe vraiment sur Racing Point. Donc là, l'équipe en général, qui encore en train de travailler sur la voiture, qui a peut-être un petit peu construit une belle bête de course, qui a peut-être été aidé pour la construire, mais qui ont quand même produit une belle bête de course, mais qui ont peut-être un peu de mal à la développer, à la comprendre, à tirer son plein potentiel. Donc c'est vraiment regrettable parce que clairement, à la régulière, je pense qu'en termes de rythme, ils sont devant McLaren, et là, ils viennent de se refaire passer par Ferrari au championnat, ils tombent 5e. Alors pour ce qui est de Vettel, cette 10e place miraculeuse, parce que sans les problèmes de Sainz et de Bottas, il terminait 12e. On sait que la Ferrari était pas bonne, mais en plus, Vettel n'avait pas la confiance nécessaire pour pousser la voiture. On va dire ce qu'on veut sur Vettel, mais je remonte à 2 semaines, et on dit, Vettel, il en a encore sous la pédale parce que il a ramené des gros points à Ferrari pendant que Leclerc terminait hors du top 10. Donc je ne vais pas commencer à tirer des conclusions hâtives là-dessus. C'est juste qu'il a eu plus de mal à se mettre à l'aise dans la voiture. Et si ma mémoire ne me trompe pas, il galérait aussi l'an dernier sur circuit face à Leclerc. Donc je pense qu'il n'y a rien de particulièrement pertinent à dire dessus. Il ramène un petit point, c'est toujours ça. Quand on se bat dans le milieu de peloton, un point, c'est toujours mieux que rien. Et au final, est-ce que les héros du milieu de peloton, ce serait pas les Williams ? Russell qui termine 12e, Latifi est 15e. Et je me dis que c'est vraiment pas mal du tout, parce que les Williams, elles galèrent en rythme de course depuis le début de saison. Pourtant, Russell, il nous fait 3 Q2 de suite. C'est déjà la preuve qu'il y a un bien meilleur rythme dans cette Williams que l'an dernier. Ceux qui ont vu la série Drive to Survive, en plus, vous vous rappellerez que dans l'épisode de la saison 2 consacré à Williams, qui a été tourné à Silverstone, on voyait le débrief, Russell disait j'ai l'impression de passer pour un gros nul, mes temps autour sont pas les mêmes d'un tour à l'autre, la voiture se comporte pas pareil. Là, il fait Q2 sur le même circuit, il termine 12e, alors que il a subi une pénalité en plus parce qu'il a pas respecté un drapeau jaune. C'est les règles, mais peut-être que sans cette pénalité, cette 12e place, elle serait arrivée plus facilement. On a vu Latifi aussi, là c'est un moment où mon cerveau il s'est arrêté, et en plus, il s'arrête souvent, mais là il s'était vraiment arrêté quand j'ai vu Latifi chasser et dépasser Raikkonen. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui allait pas dans ce monde, mais la preuve qu'il y a quelque chose dans cette voiture. L'Alfa Romeo, par contre, c'est un désastre sans nom, quoi. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, ils ont très peu communiqué. Je sais juste que Giovinazzi a réussi à terminer 14e, donc devant Raikkonen, et qu'à un moment, on l'a vu un petit peu faire des trucs, des dépassements, mais c'est tout, quoi. Mais la voiture était pas là, et Raikkonen, ça a été de mal en pis, sa stratégie qui n'a pas été bonne. Il a eu ce problème avec son aileron avant. Alors hier, on se demandait ce qui s'était passé. Vu qu'on n'a eu aucune image, moi je pense que c'est tout simplement ce qu'on disait sur les pneus, c'est qu'il y a trop de charge, particulièrement sur l'avant gauche. Du coup, si on regarde son aileron à Raikkonen, c'est de ce côté-là qui casse. Donc je pense que c'est juste que il avait des pneus un peu trop morts, la voiture a trop penché trop souvent de ce côté-là, ça a cassé l'aileron. Après, est-ce que Alfa Romeo recycle la voiture Williams de l'an dernier? Je sais pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que Kimi avait l'air vraiment pas content. Alors je sais que c'est pas le genre de mec à tenir de la rancœur, mais ce serait une grosse perte pour Alfa, dans le sens où
Je pense qu'il aide beaucoup à la comprendre, cette voiture. En tout cas, mieux que Giovinazzi. Maintenant, chez Alpha, c'est vraiment un désastre. Et j'ai l'impression que cette écurie, anciennement Sauber, est en train de revenir en arrière. Parce que, si on se rappelle un petit peu, ils revenaient un petit peu parce qu'ils avaient eu beaucoup de l'aide de Ferrari, des ingénieurs de Ferrari. La Ferrari a repris quelques-uns de ses ingénieurs. La voiture est clairement moins bonne. Du coup, là, il ne reste qu'une équipe qui a galéré pendant des années dans le fond de peloton avant que Ferrari vienne les sauver. Donc, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu par là et c'est triste. Et pour ce qui est des As, Magnussen, j'ai pas grand-chose à dire à part le fait qu'il avait fait un super départ. Il s'est accroché avec Albon, j'ai dit ce que j'en pensais. Et Romano Grosjeanus, j'étais très content. As, j'ai l'impression, c'est les mecs qui vont dire tous les week-ends, chaque fois que tout le monde fait un truc, on fait l'exact inverse. Bon, ça a pas trop mal marché parce qu'ils ont pointé assez longtemps en 5e place. Je pense que Grosjean a fait une très bonne course. Mais encore une fois, j'ai quelque chose de pas bien à dire sur lui et ça m'embête, c'est que ses défenses, ses petits mouvements dans les zones de freinage, c'est pas beau du tout, quoi. C'est pas beau du tout. Il s'est pris un drapeau noir et blanc pour ça, donc un avertissement, en gros. Et donc non, on ne peut pas faire ces petits coups de volant dans les zones de freinage, surtout quand on a l'autre qui nous est collé au derche, parce que un coup avec Sainz et l'autre avec Ricciardo, ça aurait pu très mal finir, ce genre de truc. Pour des raisons évidentes, quand on est à des vitesses à plus de 200-250 km/h, on ne peut pas se permettre de faire des petites feintes comme ça à son rival dans la zone de freinage. Parce que hier, j'avais trouvé cet exemple en live en disant, rappelez-vous de l'accident entre Gutiérrez et Alonso à Melbourne en 2015. Le problème qu'il y a eu à ce moment-là, c'est que Alonso était extrêmement rapide, différence de gomme ou je sais plus quoi. Gutiérrez était plus lent. Le truc, c'est que Alonso a mal lu ce que Gutiérrez voulait faire. Gutiérrez a freiné, Alonso arrive à pleine balle et il s'est envolé. Et là, on parle à Melbourne des vitesses qui sont bien moins élevées qu'à Silverstone. Donc imaginez, on arrive au bout de la longue ligne droite DRS à Silverstone et Carlos Sainz, il anticipe, il réagit mal au coup de volant de Grosjean. On est à plus de 300 km/h là, au point de freinage. Il finit dans les gradins. Ce genre de petits mouvements, c'est extrêmement dangereux. Et hier, quelqu'un soulevait justement que Verstappen était familier avec ce genre de choses et qu'on disait rien. Non, c'est pas vrai. On a dit des choses. Verstappen, il faisait ça à ses débuts chez Red Bull en 2016, un petit peu en 2017. Je rappelle, cette année-là, à cause de Verstappen, instaurait une réglementation qui disait noir sur blanc, les pilotes n'ont pas le droit de changer de ligne dans une zone de freinage ou un truc comme ça. Ce qui a donné lieu à des choses complètement absurdes, parce que bien sûr qu'on a le droit de bouger dans une zone de freinage, mais pas quand l'autre est juste collé derrière. Si on est roue contre roue, oui, on peut bouger, parce que l'autre, la différence de vitesse n'est pas la même, les conséquences ne sont pas les mêmes, mais pas quand l'autre est juste derrière, c'est beaucoup trop dangereux. J'avais en tête justement Raikkonen qui donne un gros coup de frein dans la grande ligne droite de Kemmel à Spa, parce que Verstappen, il zigzaguait dans la ligne droite. C'est beaucoup trop dangereux, ce genre de choses, et pour un pilote qui est en F1 depuis je ne compte plus les années, c'est pas très glorieux, je trouve. Et c'est dommage, parce que même s'il n'y avait pas de rythme dans cette As, je trouve que sinon il avait un très bon rythme, quoi. Oula, mais on voit plus le temps passer, dis donc. J'ai assez parlé pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. J'espère que cela vous aura plu et que vous serez bien content de mettre un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, je vous remercie quand même d'être passé. Et on se dit peut-être rendez-vous dans une prochaine chronique. Et puis pour suivre l'actualité de la chaîne, vous pouvez envisager de vous abonner. Retrouvez les réseaux sociaux, les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.